Salut à toi et bienvenue sur Chronique Imo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon expérience que j'ai eue très récemment. Là, j'ai été manger avec un agent Imo qui m'a vendu un immeuble et je voulais te raconter mon histoire par rapport à ça. Enfin, c'est surtout par rapport à ce qu'il m'a dit. Il m'a fait un retour d'expérience assez impressionnant sur cet immeuble et je voulais le partager avec toi. Au final, je l'ai acheté, mais j'avais pas cette information quand je l'ai acheté. Et là, du coup, de se revoir un an après, puisque je garde toujours un contact avec les personnes avec qui je fais avec qui j'ai l'opportunité de faire du business. En tout cas, j'essaye. Donc là, on s'est fait un resto. Il m'a donné cette information et je vais te dire à quel point c'est puissant. J'en ai tiré une leçon assez importante. En préambule, je tiens quand même à dire que le podcast n'est pas un podcast de conseil immobilier. J'ai pas de diplôme particulier pour ça. C'est juste un partage, voilà, en toute sincérité. Donc, la plupart du temps, je vais te raconter une histoire basée sur ma propre expérience ou sur l'expérience des gens que je vais interviewer. Parce qu'il y a des interviews, il y a tout un tas de formats qui va être partagé. Et puis je vais aussi donner des chiffres parce que ça, je sais que les chiffres, on adore. En tout cas, moi, je les adore, donc j'imagine que ça peut te plaire. Donc la thématique du jour, c'est vraiment la rentabilité. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je la vois maintenant, cette opération. Il s'agit en fait d'un immeuble de rapport que j'ai acheté, ou quand je l'ai acheté, il était commercialisé comme étant un immeuble avec deux appartements et éventuellement un local commercial en bas, donc au rez-de-chaussée. Et en fait, il faut savoir que cet immeuble, il m'a même pas été proposé à la vente parce que l'agent, il n'y a pas pensé en fait. Donc Thibaut, si tu écoutes ce podcast, tu vas te reconnaître. Euh, et là, donc dans ma stratégie de suivi d'opportunités, j'ai mangé avec lui. Il me dit, mais tu sais, là je lui montrais les photos de la rénovation qu'on a fait, des appartements et des projets qu'on a fait par ailleurs, dans ce rez-de-chaussée notamment. Et il me dit, mais j'aurais jamais cru qu'on puisse exploiter cette surface. Et en fait, pour être honnête, c'est moi qui ai fait l'estimation. Et je t'avoue que le rez-de-chaussée, il était rempli en fait de gravats. En fait, il faut savoir que c'est un immeuble où en fait au rez-de-chaussée, il y a deux lots. Ils sont vraiment bien distincts. Il y a un lot à l'entrée du rez-de-chaussée, qui était une sorte de boutique de vente. En fait, il y avait une boucherie en bas. Et il y avait la partie vente, donc qu'on va appeler magasin. Et il y avait là, qui est vraiment une petite surface, ça fait 17-18 mètres carrés. Et au bout du couloir, donc après les escaliers qui mènent aux appartements, il y a une surface de à peu près 50 mètres carrés. Euh, ouais, c'est ça, ça fait 50 mètres carrés. Et donc là-bas, c'était le labo en fait, c'était le laboratoire, là où ils transformaient la viande, là où ils coupaient, enfin ils jetaient les os, enfin il y avait une benne, il y avait un trou carrément qui permettait de mettre les os pour que ça tombe et ça tombait directement dans une caisse de la cave qu'ils exploitaient aussi, enfin qu'ils avaient en location. Enfin bref, voilà, c'était vraiment un laboratoire, c'était une boucherie avec tout ce qu'il y a dans une boucherie, comme notamment une chambre froide. Il y avait une double chambre froide, parce que ce que j'ai appris après, c'est que enfin, quand l'activité a été vendue, il y a eu un autre commerce qui s'est monté, ils avaient aussi besoin d'une chambre froide, mais ils n'exploitaient pas cette vieille chambre froide. Du coup, ils ont rajouté par-dessus une espèce de chambre froide. Enfin bref, c'était vraiment un lieu difficile à exploiter. Et, et du coup, en fait, ce que me dit l'agent IMO, c'est que lui, il l'a pas visité ça, parce que c'était encombré. Donc il y a juste eu des suppositions sur une valeur, prétendue valeur au mètre carré, mais sans aller vraiment au bout de la visite, euh, sans jamais regarder en détail la qualité des murs, des équipements, s'il y en a eu, etc. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle une estime à l'aveugle, ou en tout cas, pour ma part, un achat à l'aveugle. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, euh, moi je l'ai au téléphone dans ma façon de faire, c'est que j'appelle les agents immobiliers à peu près une fois par mois pour les relancer sur mes recherches.
Et donc il fait partie de la liste des gens que j'appelle parce que j'ai un bon contact avec lui. Et ce jour-là, quand je l'appelle, je lui dis, mais t'as pas un truc? Il me dit, ah putain, j'ai un truc, mais franchement, je suis pas sûr que ce soit pour toi. Tu vois, on vient tout juste de le rentrer, il est pas encore commercialisé. Mais je te dis la vérité, c'est un peu bancal. Même la vendeuse, elle est un peu, c'est pas facile, quoi. C'est compliqué. Je dis, bah écoute, ça tombe bien, c'est ce que je recherche. Généralement, les trucs compliqués, c'est ce qui nous intéresse. En, en immobilier, on fait pas de belles choses avec des appartements tout neufs, déjà rénovés, clés en main. Enfin, ça va certainement s'adresser à un certain type de clientèle, mais moi, ce que je recherche, c'est ce que j'aime bien dire. Moi, j'adore les verrues. Parce que moi, une verrue, une bonne verrue, un bien que personne ne veut acheter, généralement, c'est un bien pour lequel on va réussir à trouver du potentiel. Enfin, on fait difficilement mieux qu'un avion de chasse. Donc, autant prendre un truc dégueulasse et le rénover. Donc il me dit, écoute, pas de souci, je te le fais visiter. Et donc, évidemment, le jour de la visite, je peux voir les appartements parce qu'ils sont pas loués. Donc il y a deux T3, enfin deux surfaces qui s'apparentent à des T3. Euh, on peut pas exploiter les combles. Et il y a ce rez-de-chaussée et il y a aussi une cave. Et la cave, c'est pareil, elle est pas visitable en fait. Donc aussi bien le rez-de-chaussée que la cave, c'est pas visitable. Donc, ok. Bon, le petit magasin en bas au rez-de-chaussée, c'est visitable, mais c'est pas. Enfin, voilà, c'est un peu. Il y a une poutre qui se casse un peu la gueule. Enfin, voilà, il me dit, ah là, j'ai un devis, éventuellement, je peux te faire passer le devis pour faire changer la poutre par quelqu'un qui est spécialisé, etc. Bon, ok. Donc, le bien est en vente à 98 000 euros. Clairement, c'est la moyenne basse de ce qui se fait sur le marché à cette époque-là, dans cette rue et dans ce quartier. Un quartier, évidemment, que j'ai ciblé, donc quand il m'avait donné l'adresse, j'ai tout de suite compris que ça pouvait m'intéresser. Et, et en fait, ah ben je fais comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je lui donne tous les points négatifs de cet immeuble et je ne fais pas de proposition. Je lui dis, écoute, je peux pas te donner une propale, faut que je réfléchisse. Euh, Franchement, t'avais raison, c'est pas, voilà, on sort un peu de mes critères. Évidemment, il est dans le commerce, je suis dans le commerce, il sait très bien que ça m'intéresse et je sais très bien qu'il connaît ma technique et que de toute façon, c'est le jeu, on va juste en discuter. Et donc voilà, donc je le laisse un peu poireauter comme ça. Je reviens vers lui quelques jours plus tard. Je lui dis, écoute, j'ai peut-être une idée, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Par contre, il y a vraiment plein de points négatifs, et notamment le fait que je puisse pas visiter, que ça soit encombré, que ça soit plein de gravats, de meubles, de merde. Vraiment, je te fais une offre, mais je discuterai pas. Donc si tu veux, si tu acceptes, enfin, si la vendeuse accepte, on y va comme ça. Sinon, moi, de toute façon, je suis pas finançable pour aller au-dessus. Avec les travaux qu'il y a à faire, c'est beaucoup de travaux, etc. Et donc, je lui fais une offre à 80 000 de mémoire. Ouais, c'est ça. Je lui fais une offre à 80 000 et je lui dis je pourrais pas aller plus loin, etc. Il revient vers moi, il me dit Mathieu, je vais défendre ton beefsteak, machin de truc. Il revient vers moi, je crois, le jour même, pour être honnête, le jour même. Et il me dit écoute, la vendeuse, en fait, elle a de la dette sur ce bien. Elle est dans une situation hyper difficile. Et en fait, le seuil, en fait, pour elle, pour qu'elle puisse éponger la dette, ça serait 85 000. Évidemment, on sait très bien que quand il y a un intermédiaire, les conversations, bah, il y a une partie qui reste privée et une partie qui est publique. Donc, on ne saura jamais le vrai du faux, mais dans tous les cas, 85 c'était son seuil. Donc, je lui ai dit, écoute, moi pour la forme, de toute façon, je les ai pas, les 5 000, donc il va falloir que j'aille les chercher ailleurs. Je te dis 84, parce que pour moi, c'est un effort, c'est trop d'effort d'aller chercher 5 000. Donc, bon, toujours dans ces étapes de négociation, ça paraît un peu ridicule de négocier 1000 balles ou 3000 ou 4000 sur des montants comme ça. Mais en fait, il faut juste comprendre que dans la rentabilité, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je sais très bien que là où je gagne le plus d'argent, c'est à l'achat. Et, et sur les finitions aussi dans les travaux. Bon, on en reparlera peut-être dans un autre épisode, parce que c'est vrai que moi j'adore ça, les travaux, et j'adore les gérer. Donc j'ai pas mal de petites techniques, mais en tout cas, l'achat, c'est aussi le moment idéal pour gagner de l'argent sur un projet.
Donc il fait passer l'offre à 84, l'offre se fait contre-signer. Donc on passe de 98 à 84, on fait 12 000. Donc je suis plutôt content sur le papier. Euh, et, euh, et voilà, donc évidemment j'avais calculé ma rentabilité en me disant Mathieu, tu pourras difficilement louer en bas ou il va falloir trouver une stratégie, mais voilà. Et déjà, juste en louant les deux appartements, on était à 12,5 net évidemment. 12,5 net, bon, je crache pas dessus, je prends. Je suis dans mes standards. Et après, je me dis, tout ce que je vais rajouter par-dessus, bah, ça sera du bonus, ça sera du plus en location. Donc on y va comme ça. Et donc en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce rez-de-chaussée, bon après il y a eu toute une histoire de qui va s'occuper de déblayer, donc c'est la vendeuse. Donc moi je dis à la vendeuse, ouais, il faut que vous preniez une équipe pour aller déblayer, machin truc, etc. Donc voilà, donc ils ont nettoyé, grosso modo, ils ont nettoyé le rez-de-chaussée et un peu la cave. Et je me retrouve avec un bien que je peux un peu mieux comprendre. Bon, donc toujours est-il que un an après, donc les deux T3 ont été évidemment rénovés, meublés, puisque je fais que du meublé. Et ils ont été loués. Donc ils sont très bien loués, donc toujours dans la fourchette haute du marché. Et au final, je suis à 14. Je suis à un peu plus que ce que j'avais prévu, je suis à 14 points de rentabilité. Et là arrive le moment où bah, j'arrive un peu à la fin de mon budget travaux. Donc il me reste un peu plus de 10 000 euros. Et la question de qu'est-ce qu'on fait en bas se pose. Et donc du coup, bah, je fais aussi des recherches par rapport à la mairie. Je fais des demandes parce qu'il faut installer un compteur Linky, etc. Je fais des demandes à la mairie. Et le changement de destination en fait, de la partie laboratoire est refusé. Évidemment, elle est refusée, je m'y attendais un petit peu, tout simplement parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc c'est vraiment un truc, il y a un puits de lumière avec une évacuation, il y a un flux d'air possible, mais il n'y a pas de, il y a pas de fenêtre à proprement dit, il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de, pour la ventilation, etc. Donc ça implique de faire des grosses modifications si je veux que ça passe à la mairie, et évidemment, il aurait fallu faire un permis de construire. Mais ça c'est pareil, on en discutera dans un autre épisode où j'expliquerai pourquoi des fois c'est mieux de revoir le projet plutôt que partir sur un permis de construire, surtout si vous êtes pris par les délais, parce qu'il y a des délais à purger, notamment avant de commencer les travaux, avec une déclaration préalable. Et ensuite, c'est pareil, vos voisins ont des recours, hein, vous ne pouvez pas faire des travaux comme ça, surtout si vous faites un permis de construire. Donc des fois, c'est bien de changer un peu le projet, de l'adapter, en visant peut-être une rentabilité un peu moindre, mais en tout cas ça vous permet de rentrer du cash plus vite. Et donc en fait, donc on attaque les travaux, la décision est prise, et donc du coup ça c'est quelque chose que j'ai un peu teasé sur mon Insta. Je sais que certains m'ont demandé, donc j'ai un peu teasé en disant que j'allais faire un projet cool, simple et rentable. Et donc en fait, sur la surface qu'on appelle labo, j'ai pas eu le droit au changement de destination, donc c'est toujours en destination stockage. Ah oui, alors il y a tout un tas ça c'est important de le dire, il y a tout un tas de destinations possibles à l'urbanisme, donc renseignez-vous évidemment quand vous achetez. Ça c'est une erreur, mais j'ai appris du coup, donc maintenant je le fais systématiquement. Il est important de demander pour chaque lot enfin l'usage qui est prévu pour ce lot. Là, pour le coup, il était déjà en stockage, donc heureusement, mais il y en a, enfin, le plus commun, c'est destination d'habitation, il y a commerce, il y a stockage, voilà. Il y a stockage, donc les caves, par exemple, c'est la destination de stockage. Donc là, du coup, pour moi, c'était parfait. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans cette grande surface, on a pété tous les murs en briques, tous les trucs qui servaient un peu à rien. On a vraiment récupéré 4 murs sains. Et ensuite, on a monté des cloisons et on a fait un long couloir sur la droite de la surface. Donc pareil, je mettrai des photos sur l'Insta. Euh, et, euh, et voilà, et donc on a divisé ça en 5 box à louer. Donc c'est tout simplement des locaux de stockage. On a refait évidemment toute l'électricité, mais du coup, l'avantage de faire ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'eau, pas besoin d'entrée d'eau, de sortie d'eau.
On met pas de point d'électricité dans les box, pardon. Du coup, il y a juste la lumière. Mais là, c'est pareil, mon électricien, il a l'habitude, du coup, il m'a trouvé une solution, c'est qu'il a mis des points de lumière avec des capteurs en automatique. Donc à partir du moment où les gens qui me louent le box, à partir du moment où ils ouvrent la porte, la lumière s'allume. Quand ils partent, 5 minutes après, la lumière s'éteint. Donc voilà. Donc on a fait ça, donc 5 box, et gros avantage pour moi, c'est que je suis juste à côté des halles de la ville, donc les halles, lieux de commerce et de rassemblement, etc. Et dans ces lieux-là, bah, ils sont tenus par l'espace, il n'y a quasiment pas de place. Et donc du coup, j'ai été chercher mes locataires vraiment pas très loin, puisque j'ai été les chercher dans les halles. Donc j'ai 3 box qui sont réservées. J'en ai encore 2 qui sont vacants, mais j'en ai 3 qui sont réservés par des commerçants des halles. Donc je sais très bien que bah, normalement, a priori, il n'y a pas de problème, hein. C'est des gens qui ont des commerces, ça tourne. Ils ont juste besoin d'espace pour stocker leurs marchandises. Voilà. Il est important de dire que j'ai pas mis l'électricité tout à l'heure parce que sinon ça crée de la charge et il faut leur faire un bail, ce qui est différent d'un contrat de location pour un box. Ça c'est pareil, je l'expliquerai dans un autre podcast parce que c'est un peu long. Mais voilà, il y a des différences suivant ce qu'on peut faire dans les box. En gros, c'est une presta et non pas un bail. Voilà. Donc, ce qu'il faut. Donc, c'était un peu long, mais c'était vraiment pour vous dresser le tableau dans les grandes lignes et aussi vous donner un petit peu de contexte. Mais si jamais vous faites si jamais vous faites des visites, n'hésitez pas à vous focus déjà sur des biens qui s'apparentent à des verrues, ou en tout cas qui partent pas sur le marché, vous vous demandez pourquoi. Et surtout, n'hésitez pas à relancer. Donc la technique de relancer son réseau, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'agents, hein. Franchement, si vous avez 10 numéros dans votre portable, vous les appelez une fois par mois, ils vont s'en souvenir, hein. Et ils vont s'en souvenir. Donc là, moi les gars, je les appelle, même des fois j'ai pas le budget, je les appelle pour faire des visites. Parce que ça c'est pareil, c'est un vrai point sur lequel il faut qu'on se mette d'accord. À un moment donné, si vous voulez apprendre et que vous faites pas de visite, ben ça va être difficile, hein. Donc faire un maximum de visites, c'est ce que je conseille. Et surtout être très curieux. Donc poser des questions, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on peut pas aller visiter? Et pourquoi ceci, pourquoi cela? Ouais, et donc moi vraiment j'ai tout appris donc j'ai pas de formation en immobilier, mais je crois que tu t'en doutes. Enfin, si tu écoutes ce podcast et tu me connais, que tu connais mes contenus, tu sais très bien que j'ai pas basé mes connaissances là-dessus. Je suis plutôt un mec de terrain et ce que je vois, c'est que souvent ton interlocuteur, il en sait pas plus que toi. La seule différence, c'est que toi, tu vas lui poser la question et que du coup, il va aller chercher la réponse pour toi. Donc vraiment, pas hésiter à être curieux et surtout, quand on fait une visite, on la fait bien, on va jusqu'au bout des choses. Faut pas avoir peur d'être un jusqu'au boutiste, faut pas avoir peur d'être considéré comme un emmerdeur. Moi, souvent, je le vois, je sais très bien comment ils vont réagir les agents immo quand ils me disent, ben moi, j'ai un créneau horaire d'une demi-heure pour la visite. Généralement, quand c'est comme ça, je dis rien, mais je sais très bien dans ma tête qu'une demi-heure c'est pas suffisant. Alors bon, moi ma cible c'est que les immeubles ou les maisons, hein. C'est des biens, ce que j'appelle isolés et non pas des biens dans des ensembles, donc pas d'appartements, etc. C'est vraiment des biens où il y a forcément un soubassement ou en tout cas il y a forcément un rez-de-chaussée et une toiture. Donc du coup je fais la visite de fond en comble et je passe très souvent le plus de temps, je le passe à la cave s'il y en a une, au cave, garage, tout ce qui est en dessous en fait, et sous la toiture ou sur la toiture. C'est parce que tout le reste, on s'en fout, ce qu'on veut c'est 4 murs, une cage d'escalier, une bonne division des compteurs, et après le reste on s'en fout, on peut s'en arranger. Mais par contre, la cave ou les garages, tout ce qui est en soubassement, très 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 important parce que ça va nous permettre d'établir un premier diagnostic visuel en tout cas ou de ressenti par rapport à l'humidité, par rapport à je sais pas s'il y a des fissures, si la structure est saine, en tout cas ça va vous parler. Après c'est pas sorcier, tu vas sur Google aujourd'hui, t'as tout expliqué, hein. T'as tout un tas d'experts qui te donnent des points importants à regarder. Pareil, les colonnes d'eau, les colonnes électriques, ça c'est un vrai sujet, mais je pense que je ferai un podcast aussi là-dessus. Et la toiture, mais combien j'en vois qui font des visites et ils signent des offres sans avoir vu la toiture en fait, c'est juste catastrophique.
Donc nous, la toiture, on la visite tout le temps. Donc moi, ma petite technique, c'est d'avoir dans le coffre une échelle, comment on appelle ça? Une échelle escamotable, là, comment on appelle ça? Bon, c'est une petite échelle, ça coûte pas très cher, ça coûte 50 balles. Et elle est dépliable, voilà, elle est dépliable. Et, euh, et ça permet en tout cas d'avoir un regard sur la toiture. Pareil, la toiture, il n'y a pas besoin d'être expert, hein. Tu vas sur YouTube ou Google, tu trouves un tuto en 2 minutes, tu sais exactement ce que tu dois regarder. Et voilà, et de toute façon, tu jettes un œil sur la toiture, si tu vois qu'il manque des tuiles, bah déjà c'est un problème. S'il y a de la mousse, c'est inquiétant. Si tu regardes la couleur de tes tuiles par rapport aux autres toitures que tu peux voir en passant la tête par le regard. Tu regardes, quand tu es au dernier étage ou sous les combles, tu regardes si tu as des traces noires, si tu as, si t'as de l'humidité. Enfin voilà, tu regardes bien les angles des murs, voir si les gouttières sont bouchées ou pas. Voilà, ça c'est vraiment des trucs importants. Donc en fait, je voulais juste te dire que dans cette histoire, mon petit Thibaut, là, mon agent IMO, que j'adore d'ailleurs, qui est vraiment un super type, euh, eh ben, en fait, il a pas négligé, mais il a fait avec ce qu'il savait. Et il s'est dit, bah, cette surface, elle est difficilement exploitable. À lui, il s'est certainement dit, ben, moi, ça me parle pas. Je sais pas quoi en faire. Du coup, ben, je vais pas forcément la valoriser à la hauteur de ce que ça vaut vraiment. Donc, je sais très bien que ce que j'ai payé 84K, c'est les 2 appartements, en fait. Et le rez-de-chaussée, je l'ai pas, je pars du principe que je l'ai pas payé, ou en tout cas que je l'ai pas payé à sa juste valeur. Et c'est pour ça que je te disais que des fois, il faut vraiment acheter des surfaces comme ça, euh, où tu te dis, bah, je vais trouver quelque chose à faire. Il faut avoir des pistes, moi je les avais déjà. Mais là, grosso modo, en termes de chiffres, du coup, là, vu j'ai pas mal élaboré, je vais te donner des chiffres. Donc en gros, les deux T3, là, le T3 du deuxième étage, il est loué 660. Celui du premier, il a une terrasse en plus. Il a une belle terrasse, du coup, il est loué 690. Moi, je parle charge comprise, là, évidemment. T'as 40 euros de charge à peu près. Le rez-de-chaussée, du coup, les 2 lots. Donc là, c'est la beauté, là. Là, c'est la beauté de la chose. Donc les 50 mètres carrés. Bon, tu l'as compris, j'ai fait des box. Donc là, en termes de rentabilité, bah, c'est du bonus. On est à peu près à 50 euros le box, il y en a 5, donc tu calcules 250 euros. Là-dessus, tu n'as pas de charge. Donc, ça fait 250 euros qui rentrent en plus du cash flow des autres des appartements. Donc, c'est pas énorme, hein. On va pas mettre la daronne à l'abri avec ça, mais c'est du bonus. Et en fait, là où je vais vraiment être le plus rentable, je l'ai pas encore enfin, je l'ai gardé pour moi, je l'ai pas encore dit. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est sur la surface dite magasin, qui est devant, qui elle est sous une autre destination. Donc là, c'est la destination de commerce. Donc là, pour le coup, j'ai l'acceptation pour le changement de destination. Parce que là, il y a une fenêtre et il y a une évacuation de l'air par la menuiserie. Donc on va pouvoir y mettre un petit extracteur. Et là, on fait un studio. Dans ces 18 mètres carrés, on fait un studio qu'on va mettre en LCD. Donc location courte durée, Airbnb Booking, voilà, pour ceux qui connaissent. Et donc là, en termes de renta, c'est quand même autre chose parce que on a calculé avec les conciergeries, donc je les ai un peu toutes faites, les conciergeries sur la commune. Et on a calculé en moyenne, on arrive à 640 euros net pour moi, après la commission de la conciergerie, en plus. Donc tu calcules 250 plus 640. Au final, je gagne plus d'argent avec le rez-de-chaussée qu'avec les T3 qui sont au-dessus. Et tout ça sans que je fasse rien. Donc évidemment, il y a de la gestion pour la location courte durée. On en parlera dans un autre épisode. Mais vraiment, je ne vais pas m'en occuper. Ça sera délégué à 100%. Dans un autre épisode, je te parlerai de la cave. Évidemment, les travaux ont à peine commencé pour le studio. Donc voilà. Ah, pareil, le studio, ça, faudra que je te parlerai de ça. Le studio, c'est hyper important. On fait un studio à thème, parce que étant donné qu'il fait 18 mètres carrés, tu comprends bien que c'est hyper petit, hein, c'est une boîte à conserve. Donc on va faire de belles prestations et en plus, on va faire un thème. Donc je tease un peu, je donne pas le thème maintenant. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc on va attirer le chaland, comme on dit, grâce à ce studio à thème. Exciter le chaland, comme on dit, à Marseille. Euh,
Voilà, donc j'espère que ça t'a plu ce petit retour d'expérience. Et en tout cas, moi, des fois, je tilte. Là, j'ai tilté un an après que j'avais payé ça moins cher que ce que ça valait vraiment. Il m'a dit qu'il serait chaud pour venir. Après, je conclus, mais Thibaut m'a dit qu'il serait chaud pour venir estimer l'immeuble une fois les travaux du studio terminés. Mais il m'a déjà dit que depuis, avec le Covid, etc., forcément, il y a une prise de valeur automatique. Et puis les biens qui sont déjà rentables et qui ne sont pas des verrues, ils ont une cote sur le marché qui est plus élevée. Donc forcément, il m'a dit qu'on était bien, bien, bien au-dessus de ce que j'avais pu le payer. Mais d'ailleurs, de toute façon, dans cette rue-là, des immeubles à 84, on trouve, même à 104, on trouve plus. Il n'y en a pas. Il n'y en a plus du tout sur cette surface-là. Voilà, donc chaque fin d'épisode, je te réponds à une question et je te donne un compte Insta, une chaîne YouTube, un livre, ou enfin voilà, je conseille un truc que j'ai vu récemment qui m'a plu et que j'ai envie de partager. Donc la question, c'est une question de Lou qui me dit, je suis sur mon premier projet, est-ce que tu as est-ce que tu as l'habitude de faire le calcul de tes revenus a priori ou a posteriori? Lou, c'est incroyable cette question. Incroyable parce que le week-end dernier, j'ai eu la question d'un pote qui commençait à investir. Quasiment mot pour mot la même. Alors oui, la réponse elle est oui, évidemment, je calcule le revenu. Il y a plusieurs raisons à ça. Mais de toute façon, quand tu montes ton dossier bancaire, puisque moi j'utilise le levier bancaire, donc je ne sais pas quelle est ta situation, mais je mets pas ou peu d'apport. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, j'en ai quasiment jamais mis. Enfin, clairement, allez, je retire ce que j'ai dit. À partir de maintenant, il faut mettre de l'apport. Voilà, arrêtez de vous faites pas des galipettes dans la tête, ça sert à rien. Il faut mettre de l'apport, il faut prendre des projets. Aujourd'hui, la banque, elle va te prêter qu'avec de l'apport quasiment tout le temps. Bon, donc du coup, quand tu montes ton dossier bancaire, il faut que tu présentes les revenus que tu vas dégager de ton projet, parce que ça permet de rassurer la banque et ça permet de se baser sur une valeur, en fait, hein, tout simplement, pour savoir ce qu'ils financent et à quel point ça va t'enrichir toi. Ils vont calculer en fait ton retour sur investissement, ton ROI. Et surtout, je le calcule aussi et surtout par rapport à la fiscalité. Alors ça, c'est un vrai truc que j'ai commencé à faire que récemment, donc je vais pas trop me la péter là-dessus. Parce qu'au début, je t'avoue que j'ai acheté et j'ai même revendu des biens parce que je m'étais un peu gouré sur ce que j'allais en faire et j'avais pas fait mon calcul a priori. Et donc du coup, a posteriori, je peux te dire qu'il est impératif de calculer ses revenus parce que forcément, suivant le type d'exploitation, alors tu vois par exemple, là pour cet immeuble, je suis en nom propre et en statut LMNP, ça veut dire loueur meublé non professionnel. Et donc là, clairement, il va falloir que tu fasses en sorte de gérer les flux d'argent parce que sinon, à un moment donné, tu vas être requalifié en LMP parce que tu vas dépasser une tranche de revenus. Euh, le seuil étant à 23 000 euros. Alors il y a deux conditions à ça, c'est de ne pas dépasser 23 000 euros, ou alors si tu les dépasses, donc c'est cumulatif, donc dépasser les 23 000 euros et que ça représente plus de 50% de tes revenus. Les revenus, je parle de ceux qui sont compris dans ta TMI, ta tranche marginale d'imposition, parce que c'est cumulatif. Donc moi, jusqu'à récemment, c'était mon cas. L'année prochaine, ce sera plus mon cas. Donc on parlera plus d'LMNP, mais de LMP pour moi, en nom propre. Et d'ailleurs, je viendrai éteindre ou rassurer les gens sur le LMP. Voilà, faut pas s'exciter. C'est pas si grave que ça. De payer plus d'impôts, c'est aussi souvent un synonyme d'enrichissement. Donc voilà, faut se rassurer par rapport à ça. Voilà, Lou, j'espère que ça répond à ta question. N'hésitez pas à poser des questions sur l'Insta directement. Vous me mettez vos questions en DM sur l'Insta Chronique Imo. Et oui, ce que je voulais vous partager, un compte Insta
pour cette fois-ci. C'est une personne que j'ai rencontrée lors d'un séminaire récemment. Vous la trouverez sous le nom de Mom Invest. Mom Investor, peut-être que je dis des bêtises, je vais regarder ça en direct live. C'est ça l'avantage. Allez hop, Insta, recherche. On est un peu freestyle, hein. De toute façon c'est tranquille le podcast. Ouais, c'est ça, mom.investor. Elle s'appelle Karine, elle est vraiment très sympa. Mom Investor, donc investisseuse IMO, rentable, très rentable d'ailleurs. Donc je t'invite à consulter son profil, à écouter un peu ce qu'elle dit, c'est hyper intéressant. Pour le coup, moi elle m'a parlé essentiellement de viager. Je sais, ça paraît fou comme ça, puisque le viager ça représente que 1% des ventes en immobilier en France sur le marché. Le marché à plusieurs milliards, t'as 1%. C'est du viager. Donc ouais, je te conseille de regarder ce qu'elle fait, d'écouter, c'est intéressant. Il y a des petites astuces, il y a des choses qui sont pas communes, vraiment des trucs que tu vois pas souvent. Euh, et moi, elle a réussi à implanter une petite graine dans ma tête, et c'est simple. Le jour où elle m'en a parlé, le soir même, j'avais un rendez-vous avec un viagériste. J'imagine que ça se parle comme ça se dit comme ça. Un agent IMO spécialisé dans le viager. Voilà. Leader du marché dans la ville où je vis, et voilà, j'avais déjà pris le rendez-vous, donc je te ferai un retour là-dessus aussi. Voilà, merci d'avoir écouté le podcast, et si tu as des questions, tu les poses dans les DM d'Insta, c'est là où tu peux me retrouver et on pourra en discuter. Merci de ton écoute, salut!